Listen, Tranquility Base. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jérôme, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour cette session qui traite d'un sujet dont on parle beaucoup, qui est l'intelligence artificielle et en particulier la réglementation autour de l'intelligence artificielle. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de dégrossir un peu le sujet avec vous et de préciser justement comment est-ce qu'on aborde un peu l'IA Act, donc la réglementation sur l'IA, européenne, ça va sans dire en tout cas quand on parle d'IA Act. En tant que DPO, l'objectif, ça va être, on va le voir, d'aborder tout simplement l'IA Act, de décrire un peu de quoi on parle, d'essayer de faire des propositions de ce que peut avoir comme application le DPO au regard de ses obligations et de l'intelligence artificielle, et puis ensuite expliquer comment finalement, plus globalement, comment concrètement ça se passe, et comment est-ce que nous, d'Astra, on est une solution très intéressante pour pouvoir répondre à ce problème de l'IA qui va se poser et qui est de plus en plus dans les esprits aujourd'hui de tout le monde. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne parle pas d'IA, donc véritablement, je pense que c'est le bon moment pour en parler. Voilà, exactement. Merci Jérôme. Et je compléterai en disant que ce webinaire inaugure chez nous donc une série d'autres webinaires, une série d'autres également documentations que nous voulons vous mettre à disposition. Voilà, nous savons que c'est un sujet, vous avez suivi l'actualité juridique qui est de plus en plus importante. L'ambition, c'est simple, c'est de contrôler l'intelligence artificielle dans les organisations. Sujet vaste, sujet compliqué. Même si le texte donc commence à être précisé maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites autour de cela. Nous, en tant qu'éditeur, notre objectif, c'est de vous aider à aller dans le concret sur ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça que ce webinaire inaugure une série d'autres webinaires qui vont essayer d'être un peu plus détaillés, un peu plus dans le concret. Aujourd'hui, on va rester modeste à ce stade. L'idée, c'est de poser un peu le fondement, les cadres, en rappelant quelques vérités, voilà, peut-être redondantes pour ceux et celles qui se sont déjà renseignés, mais aussi on va essayer de finalement démarrer cette réflexion de l'aspect organisationnel, l'aspect aussi concret du DPO sur l'IAC, sachant qu'il y a énormément de questions sans réponse encore à ce stade. Donc nous vous remercions d'être présents et évidemment ce support sera disponible en replay pour ceux et celles qui ne peuvent pas nous rejoindre aujourd'hui. Donc sans plus attendre, rapidement, je vais commencer par me présenter. Moi je suis Paul-Emmanuel Bidault, cofondateur ici de Dastra. Mon parcours est plutôt celui d'un ancien consultant spécialiste de la gouvernance des données. Et je laisse Jérôme, sans plus attendre, se Voilà. présenter. Ouais, merci. Et moi, je suis donc aussi un des fondateurs de Destra. Je suis directeur des opérations. Je m'occupe plus de l'accompagnement, de la partie métier. Voilà, j'ai plutôt un bagage juridique, protection des données. Et donc, je suis ravi d'être là avec vous. Donc, 4 points à l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire court, mais aussi d'être plus percutant possible. On sait que c'est pas loin de la pause déjeuner. Donc, on va rappeler en premier chef ce que c'est que l'IAC, les points importants, les points saillants, pour que vous puissiez finalement les avoir en tête. Nous devrions ensuite faire un petit focus sur le rôle des DPO là-dedans, alors qui n'est pas 100% établi à ce jour. Mais on le sait, les DPO vont avoir un rôle absolument capital. Nous, en tout cas, on en est persuadé chez Dastra. Et donc, c'est important de commencer à se poser la question dès à présent, finalement, quel va être les rôles des DPO face à ce sujet. On va essayer de faire une petite synthèse ensuite des actions à mettre en place. Alors évidemment, ça va rester très très high level aujourd'hui. Évidemment, il y a plein de choses à dire là-dessus et ça sera susceptible d'évoluer. Néanmoins, nous voudrions vous partager quelques éléments clés. Et enfin, on va aborder rapidement
pourquoi et surtout comment en fait Dastra peut aider sur cette partie-là, sachant que dans ce que je vous disais que nous aurons donc toute une série de webinaires un peu plus détaillés sur la question. Sans plus attendre, je vous propose de laisser la parole à Jérôme qui va rappeler le contexte et ce que c'est finalement que l'IACT. Voilà, merci. Alors peut-être pour préciser, donc l'IA, de quoi on parle? On parle de la législation sur l'IA. La première chose, c'est qu'on parle d'un règlement européen, comme le RGPD pour les DPO qui connaissent bien. C'est une proposition de 2021 par la Commission européenne. Ça fait partie du package un peu de la gouvernance des données dans la stratégie européenne. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en parle un peu maintenant, parce que vous avez sûrement certainement entendu parler qu'il a été voté ce texte final par le Parlement européen et vraisemblablement, il va arriver pour une entrée en vigueur, et pas en 2026, ça va être plutôt l'entrée en application, l'entrée en vigueur en juin prochain, donc d'ici un mois, c'est à peu près ce qui est annoncé en tant qu'ordre de grandeur, le temps de faire du toilettage un peu des différentes dispositions du texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un texte qui fait à peu près 450 pages, qui est quand même très lourd aussi, qui a énormément de dispositions, d'articles, qui est très précis, qui est passionnant à lire si vous voulez le lire. Mais néanmoins, on peut essayer de rappeler un peu les grandes lignes aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il pose une approche harmonisée au niveau européen, donc au niveau de tous les États membres de l'Union et de l'espace économique européen, on aura les mêmes règles. L'objectif, c'est aussi d'avoir un socle un peu commun et puis de faire un standard mondial, comme un peu a eu pour ambition le RGPD. Ça donne aussi un système donc de gouvernance européenne qui se met en place à travers non seulement des organismes européens qui sont nés, une place importante de la Commission européenne, un bureau qui a été créé qui s'appelle l'AI Office au niveau européen pour justement essayer d'avoir une approche harmonisée, et puis également donc des pouvoirs qui sont apportés à des autorités de contrôle nationales qui coopèrent, etc. Ces autorités de contrôle, évidemment, auront des pouvoirs bien, d'accompagnement, de sanctions, comme on peut le voir dans le RGPD. C'est des sanctions qui sont importantes puisque elles peuvent aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires, voire 35 millions d'euros d'amende pour les cas les plus graves, et puis également pour les cas les plus standards, on va dire, ce serait plutôt 3% du chiffre d'affaires et 15 millions d'euros d'amende. Tout cela, évidemment, est important. Une entrée en vigueur, je l'ai évoqué. En fait, ce règlement, il a pour objectif principal d'encadrer finalement les systèmes d'intelligence artificielle et surtout leurs usages finalement. Comment est-ce que on les utilise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quelles sont les limites à ne pas dépasser dans une approche évidemment respectueuse des droits fondamentaux des individus au sein de l'Union européenne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est un texte qui s'applique évidemment donc aux systèmes qui sont mis en place en Europe, dans l'Union européenne, et on est un peu dans la même approche que le RGPD sur ce sujet-là. Ce qui est Oui, important, ouais, vas-y. ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est finalement le parallèle qu'on peut faire avec le RGPD, notamment la mise en place d'autorités supranationales qui vont aider, mais aussi les autorités européennes en France. Donc la CNIL, potentiellement, puisque tout ça n'est pas encore décidé, un rôle à jouer, mais c'est pas forcément le cas partout en Europe. Ouais, c'est-à-dire que sur les autorités de contrôle, la CNIL est vraisemblablement l'autorité qui va être l'autorité de contrôle du règlement sur l'IA, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens comme l'Espagne, par exemple, où il y a une autre autorité qui a été créée à l'occasion. Là, c'est vraiment du ressort des États membres et des moyens aussi qu'ils veulent mettre en place sur ce sujet. Voilà, en tout cas en France, aujourd'hui, vu la tournure que prennent les événements, et il y a vraiment peu de doute sur le fait que ce soit la CNIL qui va se positionner sur ce sujet. Alors, ce qui fait ce règlement, c'est que déjà, il apporte aussi une définition à l'intelligence artificielle. On verra juste après un peu plus en détail.
l'intelligence artificielle, c'est aussi, il y a d'autres organismes qui traitent de ce sujet, l'OCDE, etc. Et donc, il y a aussi une ambition que ce soit coordonné, harmonieux avec le reste du monde entier pour ce sujet-là. C'est aussi un texte qui établit des responsabilités, donc des rôles à jouer sur les systèmes d'IA, qui définit un certain nombre d'obligations sur ces systèmes d'IA et qui classifie les systèmes par risque. Ce règlement va définir des obligations plus ou moins contraignantes qui vont parfois de l'interdiction totale à globalement l'absence pratiquement d'obligation en fonction des risques que vont faire peser les systèmes d'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux des personnes donc concernées par les systèmes, des utilisateurs globalement. Et il y a une échelle de risque qui est posée par le règlement. Là où finalement le LIA Act a essayé d'évoluer par rapport au RGPD là-dessus, et je pense à tirer peut-être parfois les leçons du RGPD, c'est justement d'avoir une approche par les risques qui soit un peu plus lisible que a pu l'être le RGPD à ses débuts. Pourquoi? Parce que il donne une approche par les risques sur étagère. On va voir un peu plus en détail, globalement 4 niveaux de risque. Et donc, c'est plus facile un peu de se positionner. De ce point de vue-là, on n'est pas dans un risque tout simplement considéré comme élevé. Alors, voilà, on a une meilleure définition de ce qui est attendu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en Angleterre, hein, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, le périmètre d'action de cette AI Act, hein, c'est surtout l'Union européenne, mais il y a potentiellement des liens forts, hein, avec le RGPD. En Angleterre, l'équivalent de la CNIL a annoncé ICO. que la CIO, on sait qu'il n'y aurait pas en fait, hein, de IA Act. En tout cas, une annonce a été faite fin d'année dernière, mais que finalement les aspects liés à l'intelligence artificielle seraient quand même couverts dans le cadre du ce qu'ils appellent le UK GDPR. Et donc, il y a un lien fort avec le RGPD. Exactement. Et c'est pour ça que, moi je dis, il faut considérer que c'est presque une lex spécialiste du RGPD, c'est-à-dire que, un peu comme e-privacy, on va avoir l'IA Act qui va aller abonder un certain nombre de dispositions par rapport au cadre général qui est le RGPD, et en particulier sur le fait que, eh bien, un système d'IA, c'est un système de traitement automatisé de données au départ, et qui plupart du temps, va utiliser des données à caractère personnel. Donc, en fait, on va être aussi dans un cadre qui va s'inclure dans le cadre plus global du RGPD. Et ça, c'est quelque chose qui est rappelé avec force et avec vigueur aussi dans le texte. Et puis, lors de la négociation, ça a été aussi quelque chose qui a été beaucoup sollicité, de mettre en avant aussi le fait que les usages et les systèmes d'intelligence artificielle soient donc couverts et ne soient pas... enfin, en tout cas, est vraiment le respect du RGPD en ligne de fond tout au long de leur cycle de vie. Pourquoi? Parce que finalement, on a du traitement de données à caractère personnel. Et puis, on va voir que l'IA Act, eh bien, il a aussi quelques sujets où il va lui-même apporter un certain nombre d'encadrements, des traitements de données qui sont utilisés dans les systèmes d'IA, que ce soit dans les données d'entraînement, que ce soit ensuite dans les données utilisées pour éviter les risques de biais, etc. Par exemple, il va bien évidemment y avoir ici des cas spécifiques d'usage de données dans le cas de la mise à disposition de ces systèmes d'IA. Et puis, il y a aussi le respect des droits et obligations issus du RGPD, tout simplement, quand on a des systèmes d'IA et qu'on doit mettre en place le respect des droits donc prévus par le RGPD, que ce soit le droit d'accès, le droit à la suppression, d'opposition. Bien, comment est-ce que tout ça, techniquement, ça se met en place au sein d'un système d'IA? Tout ça pose évidemment des questions très techniques aussi parfois, donc je vous rassure, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Néanmoins, c'est des sujets, on voit bien que c'est très très lié au règlement général sur la protection des données. L'IAC prévoit aussi un certain nombre de dispositions pour accompagner un peu l'innovation. C'est aussi quelque chose qui avait été beaucoup sollicité, qui a pesé un peu dans la balance aussi, dans les négociations, pour contrebalancer parfois les intérêts des uns et des autres. Et il y a un certain nombre de bacs à sable, donc réglementaires, qui sont poussés. Quelque chose qui existait dans le RGPD, qui a été un peu mis en place d'une certaine manière par les autorités de contrôle. Mais là, c'est véritablement explicitement prévu dans l'IA Act.
il y a des bacs à sable réglementaires avec un certain nombre d'exceptions qui pourront être mises en place, et donc justement aussi sur l'usage des données. L'utilisation des données, le fondement juridique d'utilisation des données, donc dans le cadre de ces bacs à sable, eh bien, fait l'objet donc d'exceptions encadrées par l'IA Act au regard du RGPD. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont intéressants à prendre en considération. Et tout ça pour dire que finalement, on voit bien que la relation entre l'usage de données à caractère personnel et l'intelligence artificielle, elle est très, 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 très proche. Donc, assez naturellement, qui s'intéresse aux données à caractère personnel s'intéresse à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai évoqué les sanctions tout à l'heure, mais également, hein, donc il y a tout un système dans l'IA Act, aussi un système un peu de marché, hein, dans l'Europe du marché, un système de déclaration d'outils, de systèmes, de modèles, et donc qui doivent aussi avoir un marquage CE notamment. Donc il y a un système de déclaration aussi auprès des autorités, notamment pour pouvoir mettre sur le marché européen à disposition des systèmes d'IA en vente. Voilà. Donc on est véritablement dans une approche où on va retrouver un certain nombre d'acteurs, on y là juste après, qui vont être à la fois des utilisateurs, des fournisseurs de systèmes d'IA et des déployeurs de systèmes d'IA. Alors il y a aussi une petite notion importante, c'est que justement pour les PME, pour les startups, pour les entreprises qui montent, eh bien il y a quelques éléments, donc des bacs à sable qui sont mis en place, mais aussi dans les sanctions, un allègement des sanctions et de la documentation nécessaire. On va voir que effectivement il y a des documentations un peu plus simplifiées pour les PME et les startups, et il y a également des sanctions moins élevées, c'est-à-dire que la règle, c'est comme le RGPD pour les sanctions, c'est le montant, le maximum qui est entre soit les 35 millions ou 7% du chiffre d'affaires mondial qui est retenu, et bien pour les PME et startups, c'est le montant le moins élevé. Bon, parce que c'est un peu un effet d'annonce, mais en tout cas, ça veut aussi dire que, eh bien, il y a des efforts qui sont mis en place pour justement un peu essayer d'alléger la pesanteur un peu administrative que peut avoir aussi parfois la norme européenne sur ce sujet. On connaît bien avec le RGPD, mais en tout cas avec l'IA aussi, hein, il y a un certain nombre de documentation à fournir. Alors, qu'est-ce que c'est un système d'IA? Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a une définition qui est apportée par le l'IA Act, qui est à l'article 3, et qui nous indique que globalement, le système d'IA, c'est un système automatisé qui déduit la manière de générer des sorties. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est assez générique comme définition. Alors, c'est une définition qui est aussi accordée avec les définitions de l'OCDE notamment, pour aussi essayer d'avoir une approche un peu mondialisée. L'idée, ça va être aussi de pouvoir, à partir d'un système, eh bien, à partir de données d'entrée dans un système, en déduire des données de sortie. Et c'est le système qui déduit ces données de sortie. C'est un peu la différence qu'on pourrait avoir, c'est un algorithme, mais c'est pas un algorithme simple. Un algorithme simple, vous allez faire rentrer des données dans une formule mathématique, et puis ça sortira toujours de la même manière en fonction de ce qui est prévu dans l'algorithme. Eh bien, on peut dire que le système d'IA, ça va être la même chose, c'est un algorithme qui est un peu plus complexe néanmoins, puisque finalement, il va apprendre aussi sa propre manière donc de sortir les éléments. Voilà. Donc la définition, je vous laisse la lire, hein, c'est vraiment un système qui permet de générer des sorties. Et donc, ces sorties, ça peut être, par exemple, de la prédiction, du contenu, de la recommandation, de la décision. La conséquence de cette définition qui est large, hein, clairement, hein, et on peut faire le parallèle avec la définition d'un traitement de données à caractère personnel, qui était donc aussi une définition extrêmement large, hein, toute opération traitant des données personnelles, etc. Eh bien, là aussi, on va se retrouver, et je pense les organisations et les DPO vont se retrouver
devant la question de savoir finalement qu'est-ce qui est éligible à la définition d'un système d'IA, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, on peut tout de suite noter que finalement, il y aura probablement le besoin d'interpréter, hein. Comme toujours, comme souvent en tout cas avec les règlements européens, il y a une marge d'interprétation qui est laissée à disposition des organisations. Et quelque part, quelle que soit la décision prise, s'agissant de tel ou tel cas d'usage d'intelligence artificielle, eh bien, il faudra le justifier. Et donc, il y a beaucoup de travaux, hein, qui sont faits pour essayer de définir, d'apporter des exemples, hein, de systèmes d'IA, et l'IA en donne quelques-uns, mais plutôt au moment de classifier les risques. On va en parler juste après. Mais ce qui est certain, c'est que on peut d'ores et déjà distinguer deux catégories, hein, de systèmes d'IA. Il y a ce qu'on appelle les modèles d'IA qui sont issus donc de nombreuses années de recherche et développement que proposent des grands éditeurs du marché, euh, ou même des startups, mais qui sont vraiment spécialisés dans la construction de ces modèles d'intelligence artificielle. Et il y a aussi donc plutôt précisément les systèmes, donc les cas d'usage, on pourrait les appeler ici comme cela. Donc il y a ceux qui fournissent, hein, les systèmes d'IA et ceux qui les déploient. Et au moment d'analyser le risque, ce qui va compter, c'est le contexte, hein, c'est l'usage, hein, qui en est fait. Et donc, c'est important de bien comprendre finalement et de commencer à se poser la question dès à présent. euh, Parmi tous les cas d'usage actuels recensés, qu'est-ce qui est un système d'IA, qu'est-ce qui ne l'est pas, quel va être l'élément de base qui va me permettre d'évaluer un risque, etc. Et donc, c'est vraiment tous ces sujets-là. On n'a pas aujourd'hui voilà, des définitions précises au sens technique, hein. C'est pas de ça dont il s'agit, c'est vraiment comprendre ce que c'est qu'un système d'IA au sens du règlement. Voilà. Et alors, on a effectivement cette définition. Ici, on a un petit schéma, vous pouvez poursuivre sur un peu les étapes de cycle de vie. Ça, c'est issu notamment de l'OCDE, qui précise un peu comment est-ce que finalement on en arrive à mettre en place un système d'IA, en partant effectivement d'une planification, de données qui sont modélisées, qui sont entraînées dans des modèles, et ensuite ce modèle est utilisé et exploité. Et donc tout ça finalement, c'est défini techniquement ce que va être un système d'IA. Alors, il y a pas mal de systèmes d'IA qui peuvent être différents, mais il y en a. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans le cadre de ces systèmes, il y a deux notions importantes en termes de l'IA que va prévoir, qui sont au niveau des responsabilités. Vous allez effectivement avoir ce qu'on appelle les fournisseurs et vous allez avoir ce qu'on appelle les déployeurs. Et le fournisseur, ça va être tout simplement le fournisseur du modèle. Fournisseur du modèle, c'est-à-dire le fournisseur du système qui va inclure notamment parfois le modèle et puis parfois la personnalisation de ce modèle pour le mettre à disposition et le déployer ensuite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des organismes qui sont parfois que des fournisseurs. On va mettre en place un modèle, un système d'IA donc que l'on va vendre sur le marché et qu'on va mettre à disposition de nos clients. Et donc, nos clients seront, eux, déployeurs de ce système, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent, ils vont le prendre et ils le déploient à destination des utilisateurs finaux. Et puis, on va avoir aussi parfois des cas où on est nous-mêmes à la fois fournisseurs et à la fois déployeurs. On est une banque, on développe en interne un système donc pour faire de l'évaluation de crédit et on le déploie dans sa banque. Et bien, on est à la fois fournisseur, on développe et on est également déployeur. Et donc, il y a des obligations qui vont s'appliquer aux deux. Essentiellement, beaucoup d'obligations de documentation pour les fournisseurs sur comment est-ce que le système fonctionne, etc. Est-ce qu'on a limité les risques, est-ce qu'on a limité les biais, etc. Et puis ensuite aussi pour les déployeurs qui ne peuvent pas, qui doivent s'assurer qu'ils utilisent un système qui est conforme. Et puis d'où l'histoire du marquage CE et également de l'usage qui est fait donc des systèmes d'IA. Est-ce que l'usage que moi j'ai d'un système d'IA est donc conforme au niveau des risques et dans quel niveau de risque je me positionne? Eh bien, ça, ce sont des éléments importants à connaître. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacun de ces systèmes d'IA, il va falloir aussi savoir dans quelle catégorie de risque on se situe pour pouvoir bien avoir ça. Alors justement, l'approche par les risques de l'IA, c'est 4 niveaux. Vous avez un niveau de risque inacceptable, un niveau de risque qu'on appelle
un haut niveau de risque, haut, et puis ensuite risque faible et minime de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la plupart, les principales obligations de l'IA Act, eh bien, elles découlent surtout des systèmes d'IA qui sont classés au niveau haut risque. Et c'est pour ça que on les a mis ici. Les systèmes d'IA à haut risque, c'est un certain nombre de systèmes qui relèvent d'une certaine catégorie. Alors, vous avez juste avant des risques qu'on appelle inacceptables. C'est les risques, là pour le coup, qui sont considérés par défaut incompatibles avec les droits fondamentaux donc au sein de l'Union européenne. Vous allez avoir le crédit social, vous allez avoir l'identification biométrique généralisée, vous allez avoir les deepfakes, vous allez avoir un certain nombre de, de systèmes d'IA voilà, qui peuvent être portés atteinte à, voilà, qui vont être discriminants, je sais pas, etc. Il va y avoir un certain nombre de systèmes qui sont inacceptables. C'est-à-dire par défaut, ils sont interdits, vous ne pouvez pas les mettre en place. Et c'est cela, si on les met en place, où l'amende peut être à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Et puis ensuite, vous avez haut risque, c'est tout, c'est plutôt d'entre-deux, entre ceux qui n'ont pas de risque et ceux qui sont au risque, et qui sont, on voit bien, qui sont nécessaires dans les activités des organisations, dans les échanges, mais qui, on voit bien, sont dangereux si jamais ils sont mal utilisés, mal contrôlés. On est un peu comme dans le système des traitements de données avec le risque élevé. Alors, vous avez un certain nombre ici, et là, pour le coup, de catégories, alors qu'ils sont directement euh, énoncés par l'IA Act. Ça va être, par exemple, les systèmes qui sont dans l'identification biométrique, dans les infrastructures critiques, alors tout ce qui va être OIV, etc., dans l'éducation, la formation, l'emploi, le recrutement, par exemple, voilà, la décision, donc, pour pour les crédits dans les banques. Vous allez avoir pour les forces de l'ordre, l'administration, etc. Donc, il y a un certain nombre de cas, alors qui sont très listés. Là, vous avez une liste, c'est pas exhaustif, hein. Il y a beaucoup d'annexes dans l'IACT là-dessus, qui vont vous définir ce sujet-là. Et puis ensuite, vous avez le reste, donc les risques faibles et minimes, où là, vous allez retrouver finalement la plupart des cas que vous allez utiliser, bah, quand vous utilisez un chatbot et qui vous répond avec de l'IA, quand vous utilisez tout simplement ChatGPT, par exemple, quand vous utilisez donc la génération d'images, ou alors tout simplement les filtres anti-spam dans les jeux vidéo, les IA qui sont utilisés, etc. Ça, ce sont des IA qui ne sont pas classifiés en tant que haut risque. À noter également, hein, les risques limités ne veut pas dire que ce n'est pas réglementé, hein. Il y a notamment l'obligation de transparence, hein, qui s'applique. Donc c'est important puisque potentiellement il y a énormément de risques, enfin de systèmes d'IA à risque limité, pour lesquels eh bien, les déployeurs et aussi les développeurs doivent s'assurer que finalement les utilisateurs finaux sont conscients qu'ils interagissent avec l'IA et potentiellement les organisations devront mettre en œuvre l'obligation de transparence, c'est-à-dire de fournir des explications sur la façon dont le système d'IA, même s'ils ont un risque limité, fonctionne. Et ça veut dire gérer toute la chaîne, hein, de demande, hein. Et donc c'est là où potentiellement cela concerne énormément d'applications, hein, et finalement la lisière peut être assez fine, hein, ténue entre ce qui est risque minimum et risque limité. Ok, alors tu peux passer la slide suivante. Voilà. Alors maintenant, justement, le DPO dans cet IACT, on voit bien que il va, il va forcément devoir s'intéresser au sujet. Est-ce que tu veux évoquer ça, Paul-Emmanuel? Oui, en Ouais. fait, il faut bien comprendre, et là-dessus, on l'a évoqué au départ, hein, aujourd'hui, le DPO, nous en tout cas, on fait le pari chez Dastra que le DPO sera un acteur central, l'est aussi dès à présent d'une certaine manière, hein, mais dans la gouvernance de l'IA. Alors c'est un petit peu comme la gouvernance des données, hein, qui préexistait l'existence des DPO. Donc les organisations n'avaient pas attendu l'apparition du rôle de DPO pour faire de la gouvernance des données. C'est un petit peu la même chose, je pense, avec l'intelligence artificielle. C'est que finalement, certaines organisations l'utilisent depuis longtemps,
D'autres l'ont découvert, notamment suite à la généralisation de l'IA générative. Mais on peut imaginer que potentiellement, il existe déjà dans les entreprises des personnes chargées de la mise en œuvre de ce système d'IA qui ne s'appelait pas forcément comme ça, mais qui revenait tout simplement à faire de l'innovation, hein. On peut penser aux responsables d'innovation, on peut aussi penser aux directions informatiques, donc elles existent, ou alors même les responsables ou les data scientists, vous savez, tous ces acteurs qui finalement participent au développement, création de valeur dans les entreprises. Eh bien, c'est les personnes qui ne sont pas forcément juristes, au contraire, qui sont souvent très techniques et qui mettent en place, expérimentent, développent. La différence ici, c'est qu'on ne parle pas de l'IA tout court, mais vraiment de sa gouvernance. Donc, ce qui est nouveau, c'est le cadre européen qui finalement impose aux entreprises la mise en place de la gouvernance. Et donc cette gouvernance, là où historiquement elle était faite par quelques acteurs très précis qui avaient un peu carte blanche, disons, sur leur périmètre, eh bien aujourd'hui, cette gouvernance, elle va être partagée. Il y aura des certain nombre de personnes, on peut imaginer donc plusieurs niveaux, hein. Au cœur, je pense, le DPO qui va jouer un rôle d'orchestrateur, et sur les bords les plus externes, on va dire toutes les personnes qui peuvent bénéficier des systèmes d'IA, hein, donc les métiers évidemment en premier chef. On peut imaginer aussi des chefs de projet informatiques, des acteurs de la cybersécurité, puisqu'il faut toujours protéger évidemment les systèmes quels qu'ils soient. Et aussi, on peut penser que il y a et il y aura, si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, des acteurs internes en charge justement du développement d'intelligence artificielle, qui sont finalement l'équivalent, les contreparties IA de ce qui était avant dans la data, hein, les data officers. Et donc on peut imaginer que il y avait des data owners, il y a des data stewards, des data custodians, comme on dit. Je vous redirige, si vous ne savez pas de quoi je parle, sur nos différents webinaires autour de la gouvernance des données. Eh bien, on peut imaginer qu'il y aura aussi la même chose pour les systèmes d'IA. Donc des responsables de systèmes d'IA, des représentants des systèmes d'IA, des personnes qui aussi vont avoir le rôle, peut-être un rôle de relais, hein. On peut imaginer un rôle de relais qui soit potentiellement le même que le relais privacy. Donc là, on commence déjà à imaginer que dans le cadre de la gouvernance, hein, qui devra être mis en place, puisque voilà, ce qui est sûr, c'est que le DPO ne pourra pas tout faire tout seul, hein. Il aura besoin de l'accountability, la responsabilisation de tous. Eh bien, on peut imaginer que potentiellement, il y aura plusieurs niveaux et il y aura plusieurs acteurs de cette gouvernance de l'IA. Le DPO ne sera pas tout seul. Et les autres acteurs devront faire avec la réglementation, avec l'introduction, l'irruption du sujet juridique dans ce sujet qui était historiquement purement technique. C'est pour ça que finalement, aujourd'hui, on reste assez flou sur le rôle du DPO, puisqu'il n'est pas encore très clair, hein. Mais ce qui est certain, c'est que dans la réflexion qui s'enclenche, on va progressivement, les organisations vont progressivement passer voilà, d'un simple document, d'une simple réglementation, à une logique donc de gouvernance d'entreprise, et pas uniquement pour des raisons réglementaires, hein, on l'a vu, mais aussi pour des logiques d'innovation, hein, puisque Jérôme l'a rappelé, c'est ça finalement qui sous-tend la stratégie européenne des données, et c'est donner des impetus aux entreprises pour innover. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que comme ce que le DPO a fait avec les données personnelles, il va avoir un rôle de pont entre la technologie et la supervision d'entreprise. Donc, on estime au moins quatre tâches, quatre types de tâches devront être le fait du DPO. Premièrement, voilà, répertorier les systèmes d'IA. Ça paraît tout bête, mais on ne peut pas analyser des risques sur des choses qui n'existent pas. Donc faudra bien les définir. Et ça, je pense que ça va être un casse-tête, hein, pour les organisations. Et donc, il y aura besoin de formation, de sensibilisation, potentiellement des référentiels et des registres. On est un peu dans la même logique que le registre des traitements, hein. Des traitements de données, où il faut aussi savoir finalement les systèmes d'IA qui sont utilisés. Alors il y en a certainement moins que des traitements, mais et encore ça dépend des organisations. Où est-ce qu'ils sont et comment ensuite on va les utiliser. Ce registre des systèmes d'IA, c'est pas une obligation stricto sensu qui est poussée dans le l'IA Act. Néanmoins, c'est quelque chose qui est
qui est mentionné plusieurs fois dans l'IA Act, hein, le registre des systèmes d'IA, dans un package un peu plus global qu'ils appellent de documentation. Voilà. En fait, c'est un peu sous-entendu qu'il faut quand même le faire. Voilà, deuxième point, l'évaluation des systèmes d'IA, ça c'est très important, notamment pour classifier quelle catégorie de risque. On ne peut pas essayer de déterminer une catégorie au doigt mouillé. Quelle qu'elle soit la décision, il va falloir la justifier. Et donc, ça va être assez important aussi de comprendre les liaisons qu'il peut y avoir entre le système d'IA et de l'ensemble du patrimoine informationnel de l'entreprise. Troisième point, il y aura une étape importante qui ne sera pas forcément du fait du DPO d'ailleurs, qui est de décider, voilà, est-ce que l'entreprise dans son ensemble approuve ou rejette les projets et sur quelle base se base-t-elle justement pour pouvoir prendre une telle décision. Et on peut imaginer aussi une logique projet, un peu comme le privacy by design, mais appliqué à l'IA. Est-ce que voilà, un système d'IA déployé ou développé avant d'être mis en production sera passé dans une procédure finalement d'AI governed by design. C'est-à-dire, est-ce que dès le départ, eh bien, ce système d'IA sera prévu pour être contrôlé? Il faudra également vérifier la conformité des projets. Et quatrième point, voilà, mettre en œuvre les contrôles, ce qui nécessite les définir en amont. Quels contrôles mettre en œuvre et on ira ensuite dans les spécificités de l'IA qui sont par définition différents de traitements classiques ou des algorithmes classiques, comme l'a évoqué Jérôme. Donc il y aura une notion de politique d'IA qui a déjà démarré d'ailleurs dans certaines organisations, et également mettre en place des audits et des plans de contrôle spécifiques. Donc tout ça va être un grand chantier. Et quand on parle d'action à mettre en place, et je fais la transition, Jérôme, c'est de réfléchir avant de jeter tête baissée dans telle ou telle évaluation, tout de suite faire des DPIA. Alors pourquoi pas, ça peut être une idée, mais je pense que ce qui est important, c'est déjà de définir et de construire le cadre. Et en tout cas, nous, on en est convaincus chez Dastra, le DPO va avoir un rôle absolument crucial à jouer dans la mise en place du cadre de gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc nous, on présente ici finalement quelque chose d'assez simple qui est la roue, une roue de gouvernance de l'IA sur laquelle vous pouvez potentiellement vous inspirer si vous le souhaitez, mais qui finalement permet de comprendre en 8 étapes clés comment s'y prendre pour construire ce cadre. Et ça, c'est important qu'il soit fait non pas uniquement du point de vue du DPO dans son coin, entre guillemets, mais que ce soit fait vraiment au niveau organisationnel, au niveau de l'entreprise, puisque voilà, si le DPO met en place des choses et que derrière c'est pas appliqué, ça va être un problème. Donc, premier point, ce qu'on peut évoquer, c'est il faut mettre en place la gouvernance. Cette gouvernance, on peut aller dans le détail, mais concrètement, il y a 3 piliers. Les personnes, voilà. Qui s'en charge, qui fait quoi, les processus, qu'est-ce qu'on fait concrètement, et les outils, comment on les met en œuvre, comment on s'assure que les personnes qui s'occupent de ces processus le fassent avec moins de problèmes possibles, de manière la plus simple et efficace possible. Encore une fois, l'objectif de l'IA Act, ce n'est pas de rajouter une couche réglementaire, mais c'est aussi d'aider l'entreprise à innover. Donc, comment le faire tout en respectant les droits fondamentaux? Ça nécessite potentiellement du temps qui peut être bloquant dans l'innovation, d'où l'importance de l'outil. Donc, tout ce travail de gouvernance, c'est une étape assez importante. On a évoqué brièvement les relais, mais il peut y avoir beaucoup d'autres points spécifiques, de textes de gouvernance associés, de politique. Donc, évidemment, c'est une synthèse. Ensuite, lorsque ce cadre existe, eh bien, il faudra faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la cartographie et la classification. Donc, qu'est-ce qu'un système d'IA? Est-ce qu'un projet est éligible à ce système d'IA? Comment centraliser la documentation autour de cela? Comment générer son registre des systèmes d'IA et de pouvoir y accéder, le modifier, le mettre à jour en continu, puisque c'est pas quelque chose qui sera fait à faire une fois, mais bien tout le temps, ce sera bien un processus continu.
Et on pourrait dire même avant, parfois, il y a aussi des étapes de 3 et 4 qui sont la partie technique, hein, designer, donc définir les besoins, développer donc le système d'IA à partir potentiellement d'un modèle existant. Certaines entreprises souhaiteront construire leur propre modèle, en tout cas personnaliser des modèles open source pour répondre à leurs besoins, tout en garantissant un certain nombre de prérequis. Et il y a aussi une notion très importante qui est l'entraînement et le test. Et ça, je pense que c'est vraiment clé et c'est là où réside finalement la grande spécificité, hein, de ces systèmes, c'est qu'il s'agit d'algorithmes d'auto-apprenants, hein. Donc ils vont potentiellement apprendre avec les données qu'on leur donne, qu'on leur met à disposition, d'où l'importance de savoir quelles données donner, quel jeu de données utiliser pour entraîner ces systèmes qui vont potentiellement avoir des rôles assez importants dans notamment la génération de suggestions auprès des utilisateurs finaux et avec des notions de responsabilité. Donc c'est important que cette partie-là, en tout cas les fournisseurs de systèmes d'IA, soient absolument conformes et proposent des garanties suffisantes pour s'assurer que finalement eh bien, les systèmes sont désignés, développés, sont traînés, sont testés pour répondre aux exigences de l'IA Act. Alors on parle ici de l'IA Act, je fais un petit aparté, mais en fait c'est bien l'AI Act, hein, en termes anglais, Artificial Intelligence Act. Ensuite, il y a une partie assez, somme toute, classique, hein, quand il s'agit de l'analyse des risques, l'évaluation d'un système. La partie information, hein, 6, ça va être un point très important, je pense. Donc, vous allez évaluer sous la base potentiellement de questionnaires, vous voyez, mais potentiellement, il y aura aussi des demandes de transparence. Si un jour, prenons l'exemple d'une voiture autonome, hein, voilà, pourquoi est-ce qu'une voiture autonome irait à droite et pas à gauche dans certains cas? Eh bien, si l'utilisateur n'a pas de possibilité de comprendre les décisions qui ont été prises par le système d'IA, eh bien, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Récemment encore, je conduisais une voiture qui prenait des décisions à ma place. Je ne pouvais pas passer sur l'autoroute d'une voie de droite puisque je n'avais pas mis mon clignotant. Bon, la machine avait décidé à ma place. Eh bien, je n'étais même pas informé que finalement cette règle existait. Donc, c'est quand même des points importants et il faut savoir expliquer et informer ses clients, ses employés, ses fournisseurs des décisions qui sont prises. Et là, ça va être un gros sujet. Ensuite, évidemment, gérer les risques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une fois qu'on les a évalués, une fois qu'on a répondu au processus obligatoire, eh bien, estimer un plan d'action. Est-ce que un système d'IA est applicable en l'état, déployable en l'état? Est-ce que ce déploiement doit se faire sous conditions? Donc, quelles sont-elles ces conditions? Comment définir de manière collégiale, si possible, les conditions d'application? Et dans certains cas, interdire, hein, puisque si on rentre sur tout ce qui est l'IA manipulatrice, hein, tout ce qui concerne les catégories de systèmes d'IA à risque inacceptable, notation sociale, etc., eh bien, c'est important de prendre des décisions fortes là-dessus. Et enfin, contrôler et reporter pour être en mesure tout simplement déjà de comprendre les décisions pas prises dans le passé, mais aussi être en mesure de répondre à des potentiels contrôles à l'avenir. Et tout ça, finalement, c'est un cadre qui peut être décliné, hein, adapté, personnalisé selon les cas, mais qui sous-entend déjà dès le départ un certain niveau de formation. Et ça, je crois que c'est peut-être la première des choses à faire, hein, en tant que DPO, c'est de se former, comprendre ce que c'est que l'IA, pas juste de l'extérieur, mais vraiment voilà, ne pas hésiter à rentrer un peu plus dans le technique. Et là-dessus, nous, on vous redirige, on met dans le lien de cette présentation un lien vers une formation gratuite et accessible à tous sur l'IA. Donc, vous y aurez accès si vous souhaitez avec la présentation. Un mot peut-être, Jérôme, là-dessus? Oui, alors effectivement, c'est hyper important de bien comprendre de quoi on parle, d'où l'importance de se former. Alors, il y a des formations à tout niveau, pas obligé d'entrer dans du détail trop technique, mais au moins de comprendre un peu les concepts. Quand on va aborder avec des métiers, un peu comme on va le faire pour les traitements de données, il faut pouvoir aussi parler parfois un peu le même langage, ou en tout cas essayer
de bien comprendre finalement ce qui sous-tend les systèmes d'IA et c'est quoi la logique derrière. Voilà, donc il y a des petites formations. Il y a cette formation-là, elle est très bien. C'est une formation en plusieurs modules, qui est financée d'ailleurs par la Commission européenne. Donc on est vraiment sur quelque chose de très standard, gratuit, ouvert à tous, et c'est vraiment fait pour. Et ensuite, ce qu'il faut bien évidemment, hein, c'est toute cette roue-là, que ça recommence nécessairement. On voit qu'on est un peu dans cette même logique que pour les traitements de données. Hein, on va avoir aussi cette approche de surveillance un peu continue des systèmes, toujours pour aussi répondre à ce besoin, eh bien, d'assurer la protection des droits fondamentaux dans la mise en place de systèmes d'IA. Voilà, le temps file à toute Vas-y. allure, donc peut-être pour terminer hein, et ouvrir le sujet, on va pas rester forcément, on va pas aller beaucoup dans le détail ici aujourd'hui, hein, compte tenu du temps qui nous reste. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, en tout cas en tant qu'éditeur, nous souhaitons vous aider à centraliser et accélérer la gestion des risques des systèmes d'IA dans votre organisation. Donc ça suppose de passer par trois étapes, hein. Nous pensons que d'abord, eh bien, que vous puissiez, vous, en tant que DPO, eh bien, recenser tous les éléments qui permettent de cartographier les systèmes d'IA de votre entreprise, hein. Vous le savez, il y a énormément de projets, il y a énormément d'informatique dans les entreprises aujourd'hui, des données, euh, des sous-traitants, des actions prises, etc. Et potentiellement aussi des demandes, mais aussi des registres de traitement RGPD que vous avez sûrement déjà constitué. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire très vite. Tout ça qui peut vous aider en fait à faire cette cartographie pardon, des systèmes d'IA. Ensuite, il y a la partie analyse, plan d'action et reporting, hein. Donc, tout ça va être intégré dans Dastra, vous permettre de réaliser ces processus en gagnant un maximum de temps et d'efficacité pour vous aider à prendre un certain nombre de décisions et évidemment dans une logique d'aide à la décision, hein. Et aussi en vous apportant finalement ce qui se fait de mieux, hein, l'état de l'art hein, sur le marché, donc notamment des données publiques, mais aussi des assistants IA, puisque finalement, quoi de mieux que l'IA pour gouverner l'IA, hein, si je résume, évidemment l'IA sous contrôle, et ça c'est très important, parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre d'efforts, de documentation à réaliser, et ça peut aider de temps à autre d'avoir un petit peu d'aide là-dessus et aussi des connecteurs potentiels. Donc ça, c'est très important pour que vous puissiez avoir finalement tout dans un seul endroit hein, et que ça va vous permettre de déterminer rapidement, voilà, par rapport à tel système d'IA, quelles données d'entraînement sont utilisées, est-ce qu'il y a des données personnelles, qui consomme ce modèle, est-ce qu'il y a des transferts, qui est responsable. Vous voyez toutes ces questions qui peuvent être posées pour vous aider à décider finalement de la classification d'un système d'IA et des conséquences pour votre structure. Donc, tout ça, c'est notre ambition, hein, évidemment. Et à ce titre, je vais conclure par cela. Nous profitons de ce webinaire pour faire une petite annonce, c'est que bientôt, dans Dastra, vous aurez un module dédié pour gouverner l'IA. Et donc, il y a 8 principes hein, qui sous-tendent ce module. D'abord, eh bien, on ne peut rien faire sans cartographie, donc on va commencer par ça. Cette cartographie vous permettra d'évaluer les risques, d'identifier les rôles, d'identifier les données aussi associées, les personnes concernées, c'est très important. Un modèle en tant que tel n'est rien sans les données qu'on lui ingère et les cas d'usage sur lesquels ils sont appliqués. Comment faire pour suivre des processus établis en parallèle tout en améliorant la collaboration avec les métiers. Et on le sait, quand il s'agit d'innovation, hein, on parle vraiment de travail collaboratif hein, avec l'ensemble des parties prenantes. Évidemment, ces systèmes doivent vérifier le respect des obligations. Donc, vous devez, vous, en tant que DPO, être le garant du respect de ces obligations, de faire ce suivi de conformité très important. Et ça, pour le coup, ce ne sera jamais délégué à une IA, hein. C'est pour le coup un rôle extrêmement important. Et enfin,
ce qu'on vous propose, c'est de lier ces systèmes d'IA, en tout cas ces systèmes de gouvernance de l'IA, aux modules existants dans Astra pour vous faire gagner du temps et éviter de recommencer à zéro si vous avez déjà quelque chose. Voilà, grosso modo, ce que nous voulions vous partager aujourd'hui. Jérôme, tu as peut-être un mot de la fin. Oui, voilà, en tout cas, sachez que c'est vraiment un sujet qui est, qui va nécessairement devoir être pris plus rapidement que l'a été le RGPD. Il y a un peu plus de préparation, c'est plus clair. La gouvernance, elle est déjà plus établie dans les organisations. Il y aura une période de 2 ans à la suite de l'IAC pour l'entrée en application, alors qui est échelonnée en fonction parfois de différentes obligations, mais en tout cas sur le totalité, c'est souvent 2 ans. Voilà, au bout de 2 ans, il n'y aura pas une période de grâce encore comme il y a pu avoir pour le RGPD. Donc, véritablement, ça veut dire qu'il faut en profiter, qu'on est dans cette logique de gouvernance de la donnée, de la gouvernance de la donnée personnelle, pour aussi enclencher un système de gouvernance de l'intelligence artificielle, qu'elle soit ou non en lien avec les données à caractère personnel. 95% du temps, vous verrez que c'est en lien avec des données à caractère personnel, mais en tout cas, il faut aussi déjà se saisir de ce sujet-là. Et voilà. Et donc, si nous, en tant qu'auditeurs, on arrive aussi à vous apporter une solution qui vous permette, eh bien, de faciliter ce travail et justement, eh bien, tout simplement, déjà d'utiliser les réflexes que vous avez sur les traitements de données à caractère personnel pour le faire sur l'IA, eh bien, c'est vraiment notre ambition principale aujourd'hui, donc capitaliser là-dessus. Et on sera ravi donc de vous présenter un peu plus d'informations, ce nouveau module, donc dès qu'il va sortir, donc très prochainement. En tout cas, sachez que c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous passionne. On pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dessus et que les enjeux sont extrêmement importants pour notre société, pour toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Et donc, en termes de responsabilité, c'est essentiel. Voilà. Eh bien, si c'est bon pour vous, est-ce qu'on a quelques temps pour quelques questions rapidement? Voilà, le webinaire, oui, sera republié. Le lien de la formation, bah, je vous invite à nous contacter nous envoyer un email on vous enverra le document avec le lien dedans. Et petite question, est-ce que les exemptions des startups s'appliquent à toutes les startups? Il fait une startup. Alors oui, alors là, sans rentrer trop dans le détail, c'est les entreprises. C'est qualifié comment? C'est les entreprises en montée en croissance. Donc globalement, c'est le mot français pour dire startup qui s'applique. Mais sachez qu'effectivement, ça va s'appliquer de ce point de vue-là. Alors attention, il y a toujours des nuances, hein, il faudra aller un peu dans le détail. Voilà. Et le module IA, on vous en dira un peu plus sur ce module IA prochainement, sur les abonnements, sur toute la suite de ce sujet. Mais sachez qu'en tout cas, c'est quelque chose que l'on souhaite, nous, intégrer aussi dans Dastra avec d'autres modules, parce que, eh bien, on voit bien, hein, les personnes qui travaillent sur ces sujets sont souvent aussi les mêmes. Voilà, merci à tous. Et puis, Paul-Emmanuel, si tu veux ajouter quelque chose, sinon... On peut Oui, souhaiter bon alors, appétit. eh bien, écoutez, bon appétit à tous et à tous. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours nous contacter dès à présent hein, sur ce module. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter, rester informé. Voilà, ce sera prochainement. On ne peut pas en dire plus pour le moment, mais vous serez bien évidemment avertis. Je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon déjeuner et on vous remercie pour votre présence et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.